au Jukebox du Paranormal. Bonjour à tous et bienvenue au Jukebox du Paranormal, le show le plus capoté sur le web. Je suis avec mes amis Karine et François. Bonjour les amis, comment ça va? Allô? Hey, salut Guy, salut Comme Karine. Salut tout le monde. Non, je suis pas... Non. Pas Vulcain? C'est ça. Ah, j'ai-tu fait Vulcain, moi? Ah, ok, Non. désolé, c'était pas voulu. Karine, t'as-tu fait des recherches intéressantes cette semaine? As-tu quelque chose qui t'a frappé? Écoute, tu sais, c'est quand même une semaine assez intense au niveau politique, international et américain. Hein? Alors, c'est ça fait le boum. Donc, j'étais pas mal occupée là-dessus, mais tu sais, j'ai quand même eu le temps de lire. Mais là, vous allez rire, les gars, là, mais regardez. Don't sweat the small stuff in love. Ah! Alors, c'est un livre qui raconte toutes les petites choses assassines qui peuvent tuer à petit feu une relation de couple. Puis, ça a été mon travail de shadow work cette semaine. Non, mais je trouve qu'il y a des affaires qui étaient vraiment intéressantes. Puis, Ouais. vraiment très applicables en spiritualité aussi. Donc, c'est toujours le fun de faire le lien. C'est ça. Sinon, mais j'ai mon petit cadeau qui vient d'arriver. Regardez ça, c'est cute. Ça s'appelle Mindful Game. Ah. Alors, c'est un jeu de cartes avec des activités pour grandir la pleine conscience chez les adultes et les enfants. Alors, regardez comme ici, thankful with every step. Donc, ils disent marchez lentement et avec intention. Et à chaque fois que vous arrêtez, en silence, dites merci à quelqu'un ou par rapport à quelque chose que vous appréciez autour de vous. Wow. Donc, on est allé dans un parc, puis, tu sais, l'exercice, j'étais avec Bonus Daughter, Bonus, ma fille Bonus, puis elle voulait les dire, tu sais, puis c'était vraiment cute. Donc, ça a été une belle activité, puis je garde, tu sais, il y en a pas mal. Donc, des belles petites activités à faire, tu sais, pendant l'été, ça va être cool aussi, fait que c'est ça. On va avoir une été chaude. Je l'espère. Oh, que je l'espère. Oh. François, mon ami, des coups de cœur. Hein? Des coups de cœur, mon François, cette semaine. Ouais, c'était une grosse semaine. Ben, pas fini encore, là, mais j'ai beaucoup aimé lire Unearthing Ancient America. C'est un livre que je m'avais procuré puis que j'avais vraiment lu avec soif il y a quelques années. Comme d'ailleurs, je peux voir qu'il est vraiment magané, fait que j'ai passé beaucoup de temps dedans. Là. Puis ça m'a porté aussi à lire sur d'autres choses, les géants en Amérique et les civilisations qui étaient ici avant Columbus, ou en tout cas toute cette gang-là, Pizarro, puis tout ça. Et les Tales of America, si tu veux, c'est les tribus américaines, dans l'Ouest américaine comme dans l'Est américaine, qui ont fait des espèces de montagnes pour... c'est des espèces de tentes montagnes qui ont un peu... exemple, il y en a il y en a ici au sud du Québec, là, dans le coin de Boston, puis tout ça. Là. Ils les ont creusés, ils ont trouvé des artefacts là-dedans, puis ils ont dit qu'ils ont trouvé aussi des os de géants, de 12 pieds de haut, des hommes de 12 pieds de haut. Hommes, entre parenthèses. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai reçu un beau cadeau, moi aussi. Ça, c'est un hasard. Je m'en attendais même plus. Comme je vous ai déjà dit, j'ai reçu un livre en double que je ne m'attendais pas. Puis là, j'ai reçu ce livre-là qui est, ça s'appelle Krishna, The Beautiful Legend of God. Puis j'ai hâte de le lire. Ouais. Je ne sais pas quand, mais je vais le lire un jour. Il y avait aussi, quand j'étais jeune, la compagnie Columbia qui m'a envoyé des disques que je voulais pas. Hein. C'est ça. Ah, non, mais là, c'est Amazon. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Bon. Fait que là, j'ai des cadeaux qui tombent du ciel. Parfait, je vais les prendre. Pas de problème. Ouais. Cool. Aujourd'hui, les amis, on jase d'un sujet de malade mental. Et qu'est-ce que c'est? Atlantide, les Atlantes. Les Atlantes, c'est un monde fascinant. On les imagine qui vivent sur l'eau puis tout. Mais avant ça, il y avait sûrement une vie sur Terre. Puis j'aimerais que tu nous en parles, François, du grand déluge de ce monde-là avant ça. Puis
Certains affirment, ben, dans le fond, c'est les écrits anciens, ce qui explique dans à peu près la plupart des écrits anciens, mésopotamiens. En Mésopotamie, on parle de tout ce qui est syrien, babylonien, Mésopotamie, hébraïque. On parle aussi des Incas, les Mayas, les peuplades d'Amérique aux États-Unis. Ils parlent d'un grand déluge, un grand cataclysme qui aurait eu lieu il y a 12 000 ans, 12, 13, 14 000 ans. Ce qui serait arrivé, c'est qu'il y avait une civilisation. Dans le fond, les humains étaient prolifiques sur Terre à cette époque-là. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'humains, énormément d'humains. Et il y avait des civilisations qui étaient en constant contact, il y avait de la technologie, etc. Et d'après certains écrits, ils ont été wiped out. C'est-à-dire que certains ont survécu. Du côté hébraïque, c'était la famille de Noé. C'est la plus connue du côté occidental chrétien. Noé qui aurait été épargné par les dieux parce qu'il y avait probablement les qualités nécessaires pour pouvoir perdurer dans le temps avec sa génération qui suivrait. Pour ce qui est d'autres cultures, il y en est question aussi. Il y a eu des survivants un peu partout dans le monde. Et la résultante de ça, c'est qu'il y a plein de mythes et légendes qui ont découlé de ça. Et quand on parle de mythes et légendes, le déluge a amené le mythe et légende aussi de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est quelque chose qui, d'après les Grecs, si on se réfère au texte de Platon, il y a dans ses poèmes, mais ce n'est pas des poèmes, c'est des écrits. Dans le fond, les poètes grecs, ils sont considérés poètes, mais c'est des écrivains. Ils écrivaient des histoires, mais ils donnaient un sens. Ouais, c'est ça. Ils donnaient un petit côté ésotérique, pas ésotérique, mais un côté philosophique à ce qu'ils racontaient. Et dans le Timée et dans le Kritas, c'est deux textes. D'ailleurs, Timée et Kritas, c'est deux personnes. Les deux textes ont été nommés selon leur nom. Et Platon explique dans ces deux textes-là que Solon, un ancêtre, a été en Égypte et a rencontré des prêtres égyptiens qui, eux, leur ont expliqué à Solon qu'il y avait une civilisation avant et qu'il y en avait eu une qui était incroyable. Puis, effectivement, qu'il y avait eu quelque chose avant l'Égypte ancienne, quelque chose avant les Sumériens, quelque chose avant les Akkadiens, avant toutes les civilisations connues du monde antique. Dans le fond, antique, ça nous semble plus loin, il y aurait une barrière avec les déluges, puis en arrière de ça, il y a le monde pré-antique, qui serait le monde Atlante. J'ai entendu dire que les gens ils étaient vraiment évolués, même qu'il y avait de l'énergie nucléaire pour alimenter, ou je ne sais pas quelle énergie nucléaire, mais je sais qu'ils étaient vraiment avancés sur leur temps. Dans le fond, est-ce qu'ils avaient atteint un âge d'or, si tu veux, comme société, ou non, c'était des esclaves avec des rois puis des empereurs? Puis, Le concept de l'énergie nucléaire, c'est quelque chose de nouveau dans le temps. Là. Si on se réfère aux Védas, dans les écrits indiens, l'utilisation de l'arme nucléaire était interdite par les dieux entre eux, mais elle aurait été utilisée dans un combat final un peu avant le déluge. Donc, il y a eu une grosse guerre, puis dans le Védas, il explique que dans les Puranas, c'est qu'il y a eu une guerre et que Shiva, je pense, a utilisé l'arme proscrite. Et l'arme proscrite, c'était elle brillait de 1000 soleils. 1000 soleils, je sais pas, mais entre toi et moi, ça ressemble à une bombe nucléaire. Ouais. Donc, c'était une bombe nucléaire beaucoup plus puissante, qui est très probable. Il y avait énormément de monde à tuer d'une shot, probablement. Je ne sais pas, j'aimerais ça être un petit oiseau time traveler pour aller voir ce qui s'est passé. Ouais. Mais je garderais une certaine distance quand elle pète la bombe. Parce que je pense que ça a dû être tout un choc. Ouais. Et évidemment, toutes ces histoires-là nous amènent à réfléchir, ceux qui veulent faire l'exercice, de réfléchir à est-ce que notre conception de la création ou de l'évolution sont vraiment fondées? Est-ce que le darwinisme a vraiment son sens? Est-ce que les archéologues, de la façon qu'ils expliquent, est-ce que les historiens sont vraiment... Est-ce que tout le monde est à droite ou est-ce que tout le monde est sur la coche? C'est pas évident en ce moment. Il y a énormément de monde qui critique la façon que l'histoire et etc. a été, comment je dirais, enseignée. Ouais. D'après vous deux, est-ce que les Atlantes étaient au courant qu'il y aurait un déluge qui s'en venait? C'est une prophétie d'après eux? D'après vous autres? Ou non? Selon certaines théories et certains écrits laissés, ils le savaient déjà.
Ils savaient, hein? Ils Ils savaient sont qu'il y préparés en conséquence. Ils Hein. savaient qu'il y avait un âge d'or, un âge d'argent et un âge de bronze et un âge d'argile. Wow. Donc, l'argile qui était considérée la cheville de la statue de l'Atlantis. Et ils savaient que leur civilisation allait exister, si vous voulez. Donc, par justement le haut savoir d'un âge d'or, et les gens sont heureux et se complaisent et font de moins en moins, sont moins vigilants, sont moins constants, sont moins responsables jusqu'à temps que ça arrive l'âge d'argile. Donc, il y a certains écrits, que ce soit grecs ou romains, qui en ont parlé. Mais je suis totalement convaincue qu'ils le savaient déjà parce qu'ils ont laissé des traces un peu partout. Et je pourrais en parler plus longuement, plus loin. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François? Il y a eu un avertissement, mais si on se met dans un certain... Si on lit, en tout cas, de ce que j'ai lu des écrits anciens, ce que je comprends, c'est que les dieux, entre eux, étaient déjà dans un débat à savoir si, oui ou non, ils allaient sauver l'humanité. Je pense qu'il y a eu comme un débat, mais ça a été tranché pour le non, on ne garde pas l'humanité. Sauf qu'il y a eu des dieux dans les écrits sumériens qui disent qu'il y a certains dieux qui ont décidé de sauver certains humains. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas convaincus à 1000% que c'était une bonne idée. Tu sais. La corruption était rendue trop grande. Ça me rappelle une époque dans laquelle je vis. La violence, l'abus, les viols. Tu sais, tout ça, à un moment donné, prend une limite que je pense que les êtres qui sont plus évolués peuvent endurer aussi. Tu sais. Et donc, probablement qu'ils ont que oui, ils ont averti certaines personnes, mais l'Atlantide comme telle n'était pas seulement composée de personnes éveillées, un peu comme notre humanité en ce moment. Mm-hmm. L'Atlantide n'était pas fait exclusivement de personnes qui étaient groundées, clairvoyants ou avec une belle empathie ou qui étaient dans le respect. Il y avait toutes les sortes d'humains, probablement aussi dans leur colonisation. D'ailleurs, on parle de 10 royaumes. Si on lit les écrits grecs, on parle que les Atlantes avaient 10 royaumes. Fait que c'est un grand territoire. Oui, effectivement, oui. C'est drôle parce que dans l'école des mystères, le 10, qui est le Séphora, donc qui est égal aux 10 cités. Donc, c'est intéressant. Ouais. Tu sais, les Séphora, tu sais, dans l'organisation du royaume des cieux, hein, que les Hébreux utilisent beaucoup, et c'est comme leur map, leur grille de tous les anges, si tu veux. Donc, il y a 10 sphères pour Séphora et 22 liens qui est appelé Arcana. Donc, plus tard, qui a été développé en arcane dans les jeux de tarot. Donc, 22. Ils ne savent pas pourquoi 22, mais le 22 viendrait possiblement de là. La numérologie, c'est quelque chose qui revient toujours depuis l'ère des temps. Tout est défini par numérologie. D'ailleurs, toute création il y a un certain ordre. Tu sais. Quand on regarde un fractal, on voit qu'il y a un ordre divin, un ordre de création. Si vous regardez, exemple, un pissenlit le pissenlit peut avoir de l'importance pour quelqu'un en ce moment. Quand on prend le temps de le regarder comme il faut, vous verrez que c'est extraordinaire comment il est réparti en lui-même. Mm-hmm. Il n'y a rien il n'y a pas d'accident là-dedans. Là. Tout est calculé. Tout le temps, il y a toujours une cohésion dans tout. Ouais. En fait, Fibonacci disait que même une fractale désorganisée était organisée par la nature. Wow. Que la désorganisation n'existait pas dans la création. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Absolument. Puis, pour ce qui est de la création comme telle, c'est une école de pensée, le créationnisme. Moi, c'est une école de pensée que j'adhère, mais elle est encore là très, très vaste. C'est pas quelque chose qui est simplement... on peut pas pointer du doigt seulement un truc dans le créationnisme. C'est que le créationnisme est beaucoup plus vaste que l'imagination peut prétendre être. Mm-hmm. C'est qu'à un moment donné, créer un univers dans lequel il y a des êtres vivants qui interagissent, mettez-vous à la place de certains créateurs, ça en prend pas mal. Ça prend beaucoup d'énergie. Oui, mais moi, je trouve que c'est juste un effet parmi tant d'autres.
par rapport à la cause qui est créateur. Donc, je me dis, oui, le créationnisme en fait partie, mais moi, je pense qu'il n'y a pas juste ça, entre autres. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte aussi. Là, quand je parle de créationnisme, je parle aussi de... Si on prend l'Atlantide, parce qu'on va revenir à l'Atlantide. Ouais. Bon, quand on parle d'Atlantide, l'Atlantide serait un cheminement normal de la création de certains dieux d'époque. Okay. Quand on dit Dieu, là, on dit intervenants qui viennent de l'extérieur de la planète. Ils arrivent ici, ils créent une civilisation dans laquelle ils vivent. Parce que c'était ça l'histoire à l'Antiquité, puis le pré-antique, c'est que, exemple, Poséidon, un dieu grec, était considéré dans d'autres parties du monde comme Enki, chez les Sumériens. Ce dieu-là, créateur, était le dieu numéro 1 dans l'histoire grecque par rapport à la création d'Atlantide. C'est que les Atlantes vivaient chez Poséidon. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça devient comme, s'il vivait chez Poséidon, c'était où ça? Cette histoire-là. Poséidon, c'est le dieu des mers aussi. Oui, absolument. Ouais. Ben, c'est le dieu de la terre, mais qui maîtrise les mers aussi. Okay. Enki, c'est le dieu le plus... Dans le fond, c'est pas le dieu le plus. Enki et Enlil, c'est 2 dieux prédominants dans l'histoire. C'est les 2 jumeaux. C'est incroyable. C'est 2 frères, c'est ça. Ces 2 frères sont extraordinaires, mais ils ne s'entendent pas pantoute. Comme souvent 2 frères. Cain et Abel, Ouais. Mais c'est ça, dans le fond. Mais sais-tu, dans le fond, Atlantis, le déluge, est-ce que c'est genre une punition parce que c'était rendu comme Sodome et Gomorrhe, comme Babylone, ou si c'est parce qu'il y a eu un combat, une guerre entre 2 peuples, mettons, entre les Atlantes puis un autre peuple, mettons, les Acadiens ou je sais pas quoi, tu sais. C'est ça qui est arrivé? C'est intéressant. Tu vois, chez les Grecs, ils parlent que c'est les Atlantes et les Athéniens qui se sont battus, puis qu'à la fin, tout a été wipé. Ouais. Ils parlent de 9000 ans avant l'histoire de Socrate. Fait que là, c'est de comprendre, parce que là, les Grecs, eux autres, c'est pas 9000 ans avant Jésus-Christ, fait que c'est mêlant un peu. C'est l'anachronisme là-dedans, on n'est pas sûr. Mais au point de vue combat, j'irais avec Karine son opinion là-dessus. Où est-ce que ça a cassé, cette histoire-là? Bien, dans le fond... Tout vient à la base de l'école des mystères, c'est-à-dire les prêtres qui avaient pour mission, si tu veux, d'enseigner la sagesse chez les humains et qui a eu un clash avec justement la corruption, si tu veux, des Athéniens. Et c'est là que le clash a vraiment été jusque-là. Donc, tout ce qu'on a connu ou tout ce qui s'est spreadé, là, si tu veux, de la culture des Atlantes à travers le monde viendrait justement de cette classe de grands prêtres afin de sauver. Eux autres, leur mission, c'était de sauver le savoir de l'école des mystères, qui était effectivement très important. C'était la sagesse des dieux, c'est-à-dire la clé pour devenir souverain, ne plus être esclave des autres formes de Dieu, si tu veux. Donc ça, c'était vraiment très, 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 très important pour les Atlantes. Et malheureusement, avec la Grande Guerre, ils ont été capables de transmettre ce savoir-là, si tu veux, mais ils les ont divisés en 10 cités et 7 clés. Et c'est ça qu'on comprend un peu. Puis comment tu peux expliquer ça, les 7 clés? Puis, c'est justement, donc François disait 10 cités. Donc, 10 royaumes. Oui, 10 royaumes, mais qui ont été aussi, tu vas voir, qui ont été annexés. Je pense que tu vas comprendre par les 7 clés. Donc, Geneviève Van Petzinger, c'est une paléontologue de l'Université de Victoria. Elle a fait une découverte absolument extraordinaire. Elle a étudié au-dessus de 370 grottes à travers le monde et elle a répertorié 32 symboles qui se retrouvent dans tout au niveau de la Terre, là, OK, partout, là. Là, on parle de prédiluvien, OK, prédéluge, OK? Avant déluge. Avant déluge. Donc, 32 symboles et ces 32 symboles-là, c'est encore des symboles que l'on retrouve encore aujourd'hui, OK?
Donc, puis là, quand je vous dis, là, tu sais, elle a trouvé ça dans l'Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Chine, Myanmar, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, Malaisie, Sulawesi, la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Donc, on commence là, à se spreader pas mal, là. Mais là, OK? on trouve quel genre de symbole? Alors là, ce qui est vraiment important avant que je parle des 7 symboles, c'est de faire le lien avec le Sephora, si tu veux, qui fait partie de la lignée hébraïque du savoir et qui, eux autres, ont répertorié sur les 32 symboles. Il y en a 22 qui font partie de ça, c'est-à-dire, évidemment, qui veut dire les 22 lettres hébraïques avec les 22 sons, qui plus tard a été divinisé en 22 arcades majeures dans le tarot. Mais il y a aussi les 10 séphiras et qui est les 10 sphères, donc qui est vraiment les 10 cités. Attends une seconde, là, tu me dis que les 22 symboles sont représentés par les 22 arcanes du tarot. Oui. C'est fascinant. C'est comme les hiéroglyphes, tu veux, dans le fond, mais qui ont été visualisés. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Atlantes ne communiquaient pas en mots. Ils communiquaient en symboles qui voulaient dire un concept idéologique ou philosophique ou spirituel. Donc, un symbole voulait dire plein de choses. Et étudier un symbole voulait dire étudier un concept idéologique qui était aussi d'étudier un certain niveau d'initiation. OK? Parce que c'est ça l'école des mystères. C'est les initiations pour arriver à devenir un grand maître ascensionné. C'était ça, dans le fond. OK? Donc, pour revenir aux 7 symboles, le premier symbole très important qui est le Vesica Piscis. Alors, le Vesica Piscis qui a été repris, si tu veux, par la religion chrétienne, qui est vraiment la combinaison de 2 sphères ensemble si tu veux, dans l'arbre de vie et qui symbolise toute œuvre de création. OK. Après ça, il y a l'étoile de David. L'étoile de David, au niveau Atlante, c'était le symbole de la souveraineté, mais qui a été repris par le peuple hébraïque pour le symbole de la liberté. Et le pourquoi que Moïse a vraiment adopté, si tu veux, ce symbole religieux-là. Et l'étoile de David fait partie de la base, si tu veux, qu'on appelle d'activation du moteur énergétique. Parce que dans le fond, c'est ça. Là, je vous parle au point de vue énergétique et spirituel, mais c'était ça l'école des mystères, OK, au Atlante. Après ça, il y a eu le Ankh, qui est vraiment le symbole égyptien. Oui, c'est comme une croix avec un rond en haut. Là. Avec un rond en haut, donc le Ankh égyptien, donc une troisième clé avec l'Égypte. Mais là, vous allez comprendre que ça comprend aussi la Syrie et compagnie, vraiment dans ce coin-là. Après ça, il y a la croix. Donc, la croix qui a été un symbole très, très, très puissant, même au point de vue ancien en Europe. OK, en Europe et en Russie. Mais je te ramènerais à... Excuse-moi, Karine. La croix est utilisée beaucoup chez les tribus amérindiennes aussi. Amérindiennes aussi, oui. Tu regardes là, les danses, tout ça, là, tu vois sur leurs habits, il y a souvent la croix. Oui. En fait, il y a les 4 éléments, si tu veux, entourés du cercle qui est vraiment le moteur énergétique. Ouais, ça, on peut faire en un heure. Là, mais juste les croix, les sortes de croix, il y en a beaucoup de... Là, les gens vont avoir besoin, si tu veux... d'une image, mais le Chicana, qui est le symbole religieux de l'Amérique du Sud et centrale, si tu veux. Donc, les meilleurs Incas, Aztèques l'utilisaient. C'était vraiment le symbole où tout reposait. Et je vous dirais que le Chicana, c'est le symbole primaire, le symbole où est-ce qu'il englobe tous les autres symboles que je viens de vous donner parce qu'on les retrouve dans le Chicana. Il y a le Svastika, surtout en Inde et en Asie. C'est le signe nazi, oui. Oui, nazi, c'est à l'envers, mais le Svatika, c'est de l'autre sens, OK? C'est que le vrai symbole était dans les temples tibétains là, qui dataient des milliers d'années avant les nazis. C'est que, faut pas oublier une affaire, c'est que le parti nazi
sous Hitler, il utilisait beaucoup Il profanait, hein? il profanait, oui, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait beaucoup la clairvoyance et il savait que le symbole était fort. Donc, il l'avait utilisé volontairement, mais il l'avait maudit. Il l'avait tweaké un peu, ce que ça fait que les gens ne savaient pas d'où il venait. Mais c'est un symbole hyper puissant. C'est un symbole qui veut dire, dans le fond, l'équilibre. C'est l'univers, c'est la galaxie, c'est tout est ça a plein de symbolisme. C'est un symbole très puissant. Ben, si vous voulez, je veux dire, le Vatican en Inde et en Asie, c'était une porte des étoiles. C'était l'activateur de porte. Donc, d'un sens, c'est le royaume angélique et l'autre sens, c'est le royaume démonique. Là, pourquoi les nazis l'ont mis de l'autre côté. Mais bon, c'est un autre sujet. Et là, vous allez voir l'autre, le 7e, qui est le croissant de lune. Avec les peuples du Moyen-Orient. Et le pourquoi, c'est drôle, hein, parce que au début, c'était le croissant de lune représenté avec l'étoile qui était l'activation du cœur, c'est-à-dire le moteur énergétique, comme dans le Chicana au milieu, c'est un cercle vide, justement parce que c'est très, très, très puissant. Donc, si on met ces 7 clés-là ensemble, tous ces clés-là, OK, dans le Chicana, où est-ce que l'étoile de David est là, où est-ce que quand l'énergie divine passe par les 7 chakras, va activer le cœur qui devient, c'est considéré un trou, mais c'était l'accès à l'univers, c'est l'accès au divin. Et à partir de là, ben, quand cette énergie-là circule, fait un effet de Thor, et l'effet de Thor devient le Visikapishi. Et évidemment, ça donne ce qu'on appelle une activation au cœur, où est-ce que l'énergie va être si tu veux, exploser au niveau horizontal, qui donne la croix christique, la croix de lumière, et par, si tu veux, le Visikapishi, eh bien, un Thor, hein, c'est pas juste une ligne, c'est plusieurs lignes concentriques du plus petit au plus grand. Donc, ça fait automatiquement un croissant de lune. Et l'étoile qui est le cœur. Alors, les Atlantes, ce qu'ils ont fait, ils ont partagé 7 clés, 7 initiations, 7 royaumes, 7 royaumes savoir en 10 cités pour obliger les hommes à se réunir ensemble pour justement devenir un seul royaume qui était le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et que justement ce savoir au point de vue de l'école des mystères puisse perdurer. OK? Là, juste au point de vue que ce soit chrétien, hébreu, égyptien, sud-américaine, Asie, Inde et Moyen-Orient, là, on en a des heures de plaisir, là, hein? juste avec leur propre religion, faire le lien avec le symbole. Mais à la base, l'école des mystères, c'était ça. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travail pour être capable d'augmenter en fréquence, pour être capable d'activer les 7 portes, qui est les 7 chakras, évidemment, et le moteur énergétique, et la Merkaba, et la Kundalini, l'ouverture du 3e œil. Là, vous comprenez, là? OK? Donc, c'est pour ça que ça prenait toute une vie pour faire ce travail-là. Maintenant, avec la fréquence de Schumann, avec toute l'énergie qui vient du Soleil central galactique, avec le nuage photonique dans lequel notre système solaire traverse, ben, c'est ça. Tout est accessible maintenant. Les personnes n'ont plus besoin d'activer ça. Elles sont déjà activées parce qu'on a déjà assez d'énergie pour le faire. On n'est plus obligé d'activer, si tu veux, le côté féminin, le côté masculin, le réunir, faire la Merkaba, qui est l'étoile de David. Vous comprenez, c'est déjà tout activé, ça, depuis 2009. Wow. Je rajouterais que les symboles... Je vais vous donner un exemple de simplicité par rapport au symbole. Oubliez le mot symbole, puis si je vous dis le mot cheval, automatiquement, votre esprit a vu un cheval. Vous êtes d'accord? Il y en a-tu un entre vous deux qui n'a pas vu un cheval quand j'ai dit cheval? J'ai même vu qu'il était brun-noir en plus. Bon, parfait. Si je dis un cheval avec une selle rouge... Je la vois rouge, là. Voilà. OK. Je sais que ça a l'air un peu bizarre ce que j'amène, mais si je vous disais que le symbole a la même
pouvoir. Ça veut dire que Ouais. si je donne un symbole à un état d'esprit qui est connu, qui est enseigné, à chaque fois que vous voyez ce symbole-là, vous pourriez, exemple, vous calmer. Vous voyez ce symbole-là, ça calme mon esprit. Parce que vous référez, votre esprit, votre intelligence, votre conscient se réfère au symbole pour se rappeler qu'il y a une éducation qui est avec ça. Donc, les mots comme les symboles, c'est là la puissance du symbole. Mm-hmm. Oui, j'aime beaucoup ce que tu apportes Ouais, parce c'est que bon. en fait, les symboles pour les Atlantes, c'était ça. C'était un concept philosophique qui venait avec et une certaine initiation dans l'école des mystères. Ça a été leur plus grande préoccupation parce qu'ils voulaient absolument que la civilisation continue à vivre. Pas juste leur civilisation, mais la civilisation. Donc, évidemment, quand il est arrivé, l'île qui s'est engloutie dans les mers, selon Platon, bien... Attention, là. OK, mais comment Ben, donc justement, ça prête ça à la là-dessus, question. François? Est-ce que c'est un déluge pendant 40 jours? Écoutez, Ou c'est un continent qui s'est englouti? Effectivement qu'il y a beaucoup de théories sur le Ouais. sujet. Ouais. Il y a l'histoire qu'il y aurait eu un continent dans l'Atlantique qui s'est écroulé, qui a été détruit en une nuit, qui a coulé dans le fond de l'océan. Ça expliquerait bien les choses aussi parce que cet océan-là est vraiment vaste et creux. Il y a des abysses là. Le long des Canaries, là, en montant vers le Groenland, c'est incroyable. Là. Si le monde s'intéresse un peu à ça, ils vont voir qu'il y a les canyons pas mal plus gros que le Grand Canyon là. Il y a ces histoires-là. Il y a les histoires que peut-être que le continent Atlante aurait été dans un pôle shift amené en Antarctique. Ouais. Ce qui est quand même... C'est plausible. C'est vraiment plausible. C'est plausible, là. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais. Tout est gelé, puis c'est bizarre, on ne sait pas rien. On ne peut pas y aller, on n'a pas le droit. Il y a quoi de louche, là? Oui, on n'a pas le droit. L'Antarctique, ça pourrait être un sujet très intéressant qu'on pourrait attaquer. Par contre, j'irais avec quelque chose que moi, j'ai depuis quelques années, pas quelques années, mais que j'ai vu souvent passer, là, puis que c'est drôle, ça attire ma curiosité. C'est que je vous amènerais en Mauritanie. Okay. Et en Mauritanie, on a ce qu'ils appellent parce qu'ils ont lancé des satellites des satellites qui regardent le sol dans les années 80-90. Et là, ils ont pris, exemple, Google Earth puis tout ça, tu sais. Là, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Ils ont vu une très belle structure en Afrique, en Mauritanie. Et ils appellent ça le Eye of Africa. Ouais, je l'ai vu, ça, c'est assez fascinant. C'est très fascinant. Puis quand on zoome dessus, parce que en ce moment, je suis sur Google Earth, ça arrive un peu que les dimensions de Platon puis les prédictions de Platon, un peu comment ça fait. Ben, ça arrive plus qu'un peu. C'est parce que dans l'histoire, ouais, c'est ça qui arrive. C'est que dans l'histoire, Platon dit que Solon a ramené d'Égypte les informations suivantes, c'est que il y a l'île principale plus 3 anneaux. Mm-hmm. Et ça mesure 127 stades, donc 23 km et demi. Et quand tu regardes la superficie de cet endroit-là, c'est exactement la même chose. C'est 23 km. Ouais. On a une île centrale avec 3 anneaux distincts. Et Platon, dans l'histoire, raconte que Solon a expliqué qu'il y avait de l'eau entre chaque anneau de terre. Ouais. Et qu'il y avait une entrée principale et que l'île centrale était là où est-ce que Poséidon, Enki, restait. Et c'était sa demeure avec son temple, avec tous ces trucs, les sacrifices, puis ça, là, parce que là, tu sais, ça mange Enki, là. Ouais. On va y faire cuire un peu de bœuf, là, j'imagine. Ouais. Mais d'ailleurs, le bœuf était chez les Atlantes autant que chez dans plusieurs civilisations à travers le monde, une espèce de... Le buff, plutôt, là, c'est le Baal, le culte de Baal, c'est la tête de buff, un peu comme aussi on a dans le quartier des affaires à New York, le buff avec les cornes. Ah, OK. Bon, je reviens à la Mauritanie. Parce que ça a piqué ma curiosité, je me suis dit, ouais, ben là, ça se peut-tu, c'est en plein désert, tu sais. Puis, j'ai juste utilisé un logiciel pour faire monter l'eau. Puis l'amener au niveau qui était là, 14 000 ans. Oh! T'as vu quoi? Attends, comment ça, François? Qu'est-ce que tu dis, t'as vu?
J'ai pris un logiciel qui est accessible sur le web. Vous pouvez faire monter l'eau de l'océan. OK. Tu peux jouer avec l'élévation. Ça s'appelle... en tout cas, il y a des noms pour ça. Là. Il y en a plein. Il y en a plein. Là. Okay. Choisissez celui qui est le plus efficace. Là. Parfait. Montez l'eau de 400 mètres. Qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est avec une île en Mauritanie qui est exactement comme l'Atlantide décrit par ça. Wow. Wow. Alors, dans le fond, elle n'est pas engloutie. Ben, elle est engloutie à l'époque, mais avec le temps, ça s'est desséché. Ben, l'histoire. C'est intéressant. S'il y a eu une catastrophe décrite comme le déluge, si je me réfère à ce que moi j'ai compris de l'histoire, donc il y a eu une espèce de cataclysme, c'est que l'eau s'est mis il y a eu un tsunami incroyable, il s'est mis à mouiller. Il y a eu une catastrophe. Bon, c'est quoi qui l'a causé? Je ne sais pas. Ben moi, j'aurais une petite hypothèse vite. Vas-y. C'est, v'là 10 000 ans, c'était l'époque glaciaire. Ça s'est mis à fondre, puis il y avait des bouchons de glace. Quand les bouchons de glace ont pété, ça a inondé tout ce qu'il y avait sur le chemin. Tu sais. C'est une théorie. Il y en a d'autres qui parlent une flambée des volcans. Il y en a d'autres qui parlent qu'il y aurait eu un shift planétaire. Un changement d'axe. Il y en a qui vont dire, ben écoute, Nibiru a passé proche, puis ça a fait plein de cataclysmes. Voilà. C'est une théorie. Puis Enki s'est chicané avec Anu, ça a fait une grosse chicane, puis l'eau a monté. Ouais. D'ailleurs, tu vois, Sitchin, dans ses écrits, explique probablement que c'est le passage de Nibiru, d'ailleurs. Le système solaire Nibiru qui aurait l'étoile. Ça attire aussi, c'est comme la Lune. C'est un système solaire. C'est un système solaire en soi, c'est 2 étoiles qui tournent autour de l'autre. Quand il arrive au... Je ne sais pas, c'est 3600 ans, je pense, le cycle. Quand elle arrive aux 3600 ans, ben, c'est inévitablement. Je veux dire, il y a une étoile qui approche d'un autre. Ça doit shaker un peu, j'imagine. Il doit y avoir une gravité. Oui. Ça doit shaker. Ben, c'est justement, donc, le grand... Tu sais, le grand... le grand secret de la NASA. Probablement aussi. D'ailleurs, Sitchin calcule, la façon qu'il calcule la prédicance, lui, il dit que ça n'arrivera pas là. Il dit que c'est dans 200 ou 300 ans. Mais c'est quand même un système en approche. En tout cas, tout ça de même. La Mauritanie, donc, on a ça que l'eau qui monte, on l'imagine de 14-12 000 ans. Puis quand on regarde le design du désert, c'est le désert du Sahara, quand on regarde la façon que le sable est placé, on a juste à se ramener à l'esprit que, mettons qu'on est des enfants et qu'on joue dans un carré de sable, puis qu'on prend la hose à papa et puis qu'on lance de l'eau dans le carré de sable. Ça va nous faire une trace d'eau. L'eau à terre, c'est ça, Ceux qui pourront porter attention et qui vont vraiment regarder ce Google Earth, quand on regarde le design que ça donne, on dirait vraiment que l'eau est arrivée du côté ouest et d'une puissance inimaginable. Ça l'a inondé et détruit complètement cette région. Oui, puis il est arrivé la même chose aussi en Arizona. Hein? Il y a du sable rouge de l'Arizona dans l'océan Pacifique. Hein? Chez les Incas, leurs légendes disent que à la hauteur de Titicaca, quand même, on est à une hauteur, là, c'est des angles, c'est haut. Là. C'est haut, là. Ils disent que l'eau a monté jusque-là, à la hauteur du lac Titicaca. Du plateau, là, Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que la vague devait être solide. Parce que, mais prenons pour exemple l'ensemble de l'eau de l'océan, peu importe de quel bord, là, mettons Pacifique, puis tu donnes une pression rapide dedans. Tu pensais de la hauteur des vagues, tu sais, mettons qu'elle monte à 1500 pieds ou 2000 pieds, ou c'est incroyable l'impact que ça a. Là. Est-ce que ça peut revoler jusqu'à des hauteurs de 10 000 pieds rendu au bout de la vague, peut-être? Je ne sais pas. Mais on parle d'un cataclysme. On parle pas d'une grosse tempête de grêle. Là. C'est clair. Complètement une autre histoire. Là. Mais là, il y a 2 écoles de pensée, parce que tu as l'école de pensée qui associe Atlantis au Grand Déluge, mais tu as l'autre aussi, école de pensée qui associe que l'île a été engloutie dans la mer, dont les théories près de Cuba, où il y en a une théorie qui aurait retrouvé une ancienne assez spéciale au Japon aussi. Donc, tu sais... Tu parles de pyramide en dessous de l'eau, là. Ah oui, carrément, là, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, ces 2 écoles de pensée-là, là, tu sais, se confrontent l'une l'autre. Ben, je dirais qu'ils ne se confrontent pas, moi. OK, vas-y. Ils se confrontent live. Ils se confrontent
pour le spectacle. Parce qu'en réalité, quand on y réfléchit 2 secondes, prenons l'histoire de la Mauritanie, que l'Atlantide aurait été à cet endroit-là, dans l'œil de l'Afrique. À cet endroit exact-là. Ouais. Il arrive ce drame-là. Mais on parle de 10 royaumes répartis à travers le monde. Donc, est-ce que l'influence de cet endroit-là aurait été à travers les îles, à travers leur commerce jusqu'à Cuba, jusque dans les... est-ce que ça serait rendu jusqu'en Inde? Est-ce que le transfert de connaissances, le transfert de l'Égypte, tu sais, il y a des histoires, des tales of l'ancienne civilisation qui se retrouvent dans les temples de Séti à Abydos, en Égypte. Le temple de Séti, c'est le temple d'Osiris, qui est techniquement Poséidon, qui est techniquement Enki. Donc, je veux dire, à un moment donné, là, ça s'est promené. Là. Donc, si tu retrouves une pyramide dans le coin des Antilles, est-ce qu'elle est peut-être issue de la civilisation atlante? Ben, la réponse est probablement oui. Tu sais? Mm-hmm. Ben, toute l'époque pyramidale, ça doit être une certaine, si tu veux, école, savoir, mystère, oui. Ouais. Mais en fait, vous avez juste besoin d'aller en Chine. Il y a des pyramides en Chine. Oui, il y a beaucoup de pyramides en Chine. Puis les caches, ils payent même des petits messieurs et des petites madames pour mettre des arbres dessus pour que ça fasse des montagnes. Ils veulent pas qu'on les voit. En Inde, il y en a retrouvé en Inde, en Asie. Je veux dire, c'est pas... il y en a retrouvé aussi en Russie. Donc, c'est pas quelque chose... En Yougoslavie. Oui, mais là... En France. En France, ils en ont même caché, ils en ont même défait. Oui, en France, oui. C'est vrai, ça. Sur la Côte d'Azur, ils ont défait des pyramides. Puis ils ont réussi à garder un site qui n'est pas touché en ce moment. Les pyramides. Les pyramides. Si quelqu'un s'intéresse à ça, les pyramides, là, c'est parce que ce qui est trippant, c'est qu'il y en a partout. C'est pas parce qu'il y en a juste... c'est souvent équatorial. Parce que c'est un climat tempéré. Puis il y a aussi des lignes d'énergie, mais c'est des zones tempérées aussi, parce que je ne sais pas une pyramide dans la neige, c'est compliqué un peu, puis il fait fret, mais mettons que ça dépend de la technologie, il y a du monde qui ont le moyen de le faire, j'imagine, mais reste que les pyramides sont réparties à travers le monde. C'est pas un hasard, là. Karine, l'énergie des pyramides, c'est quoi? C'est l'énergie, justement, du moteur énergétique humain relié au Soleil central galactique. Puis ça devient quoi? Ça devient une grosse batterie. Mais l'énergie de la pyramide, elle est positive. Tandis que l'obélisque, elle n'est pas positive. Il y a... Je vais juste te dire, OK, c'est ambigu, tout dépendant de l'intention, puis tout dépendant sur quel... Dépendamment de l'intention, OK, c'est une antenne, un obélisque. Parce que le temple d'Osiris, il y a énormément d'obélisques alentour, mais elle est sur une base d'eau. Parce que l'eau a une mémoire et parce qu'il y avait des cathéters de métal, de cuivre, il était capable de créer, si tu veux, une énergie électromagnétique, mais qui était positive. Mais comment qu'elle est chargée, l'obélisque? C'est ça la grande question. Les graveurs, souvent, ils veulent dire quelque chose pour l'énergie. Pas sûr, celle de Washington, je la trouve bien positive. Non, c'est ça. Je sais, mais... Il y en a un obélisque dans le parc à côté de chez nous, puis en tout cas, je vais couper ce bout-là, mais je vais le lire à un moment donné, là, puis c'est vraiment une prière de franc-maçon. Je ne suis pas surpris. Non, mais écoute, les francs-maçons, c'est arrivé par la France à la colonisation, mon cher, là. Je veux dire, ils ont juste emmené leur bébé ici au Canada. C'est incroyable. La prière est engravée dedans. Mais ce que je veux dire, tantôt j'ai hésité quand on a parlé d'énergie positive ou négative, c'est que ne perdez jamais de vue que l'énergie, c'est 2 pôles. Il n'y a pas juste une énergie positive. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. C'est ça. Ce que je veux dire, pour faire un moteur énergétique, tu as besoin de 2 pôles. OK? Mais ton moteur énergétique, il est chargé de quelles intentions pour aller à quel endroit? Là, ça, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire, mais c'est parce que c'est ça aussi que les gens doivent comprendre, c'est que il y a beaucoup d'écrits, puis il y a même eu des pyramides où est-ce que avec le temps, il y a eu certains chiffres dans les courants telluriques de la Terre, mais là, l'énergie que dégage la pyramide est
je dirais pas négative, mais ce que je veux dire, elle est moins harmonieuse. Mais en général, l'énergie est harmonieuse. Et savez-vous que l'énergie est 1000 fois plus harmonieuse à l'extérieur qu'à l'intérieur? Alors, les gens pensent qu'aller dans une pyramide, c'est comme énergisant. c'est Mais j'avais déjà vu énergisant. aussi des trucs là, qui mettaient des formes de polygones de pyramides, de genre, en verre ou quelque chose de même, puis ils mettaient des fruits là-dedans. Puis ils se OK. conservaient, tu sais, mettons, tu mets ça sur une table de cuisine, là, en Ouais. forme de pyramide, puis les fruits se conservent plus longtemps. OK. Tout ce qui est organique, bon, Ouais, c'est justement la pyramide russe, ouais, OK, qui a un certain angle. Il faut que faut qu'il y ait 0 métal dedans pour que ça OK, fonctionne. OK. Mais je veux dire, du moment que cette pyramide-là, si ton fruit est à côté, il va être la même affaire que s'il est à l'intérieur, en Ah, passant. cool, cool, Donc, tu OK. peux, là, pourquoi qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des pyramides un peu partout pour régulariser, si tu veux, certains courants, énergie dans une maison. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à pour revenir à l'Atlantis, je te dirais que l'école des mystères, c'était justement l'enseignement pour que tout être humain puisse devenir souverain et être aligné au Soleil central galactique pour justement, avec ce côté divin, puisse créer un nouveau monde. Et c'était ça le but des Atlantes, qui malheureusement s'est perdu avec le temps, parce que là, on parle vraiment d'une époque prédiluvienne, Ouais. mais que certains, justement avec certains symboles, avec certains écrits, on arrive à mettre les morceaux en place, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de morceaux qu'on n'a pas trouvés ou qu'on n'a pas fait Non, de c'est lien ça. encore. Puis là, on avait déjà entendu parler aussi que les mystères de l'Atlantis Mhm. seraient enfouis en Égypte. Ouais. Ben là, les mystères, tu sais, le mot mystère, Ben, les OK, connaissances. en Atlantis veut dire connaissance. Ouais. OK? Donc, c'est pas plus Fait que il y en a leur compliqué. savoir, dans le fond, leur technologie, leur savoir, leurs écrits, leur religion, toute leur connaissance, puis ça serait stocké sous le Sphinx en Égypte. Bon, ils ont passé, je sais pas si tu as vu ça, François. Parle-nous donc de ce qu'ils ont vu par les petits satellites en dessous du Sphinx. Je t'écoute. Euh, ben, ils ont vu, ils ont fait des scans. Hein. On a déjà parlé, je pense, en Ouais. 2003, la Corée du Sud, je pense, sont allés là. Mais on s'entend-tu que les satellites sont capables de scanner en dessous aussi, là? Et il y a certains satellites qui auraient découvert, je pense que c'est satellite russe, qu'il y a 3 niveaux de chambres. Et c'est des réseaux dans lesquels ils ne seraient pas connectés, mais il y a 3 réseaux, 3 layers de chambres différentes en dessous du Sphinx. Là-dedans, il y aurait, selon certaines personnes, des statues, il y aurait Ben, de probablement des l'histoire, là. tablettes, il y a probablement aussi la technologie, très probablement. Il y a probablement aussi un enseignement quelconque. Mais en plus de ça, avez-vous pensé que si c'était accessible, s'il y avait l'honnêteté, les gouvernements, d'ouvrir ça à l'humanité, de dire on a découvert ça, puis voilà ce qu'on a. On arrêterait de spéculer, puis finalement, on aurait l'âge d'or. Parce Avec qu'on un aurait. net. Ouais. Ouais, oui, on aurait qu'un net. C'est quoi l'affaire de cacher tout à tout le monde, puis de traiter le monde de conspirationniste? Ouais. Hey, Ah. il y a un virus, il vient pas d'un lab en Chine. Non, non, non. Le sujet chaud du jour cette semaine. Ben ouais, tu sais. Mais il y a C'est certains juste un an et demi, il m'a fait traiter de débile. il est bienvenu dans mon monde. Mais je te dirais qu'il y a certains mystiques comme Mathias de Stefano Ouais, il est hallucinant, lui. il est hallucinant. Donc, lui, il aurait vraiment réussi à canaliser, si tu veux, et à voir l'Atlantis, que vraiment, il a fait le lien avec le Sphinx aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et, qui a fait aussi le lien avec le moteur énergétique des écrits anciens de l'Inde et de l'Asie. Et il dit que lui, c'est ce qu'il racontait, c'est que dans le Chicana, tout est là-dedans.
tous les 7 symboles sont réunis dans le Chicana, d'où l'importance que l'Amérique centrale a compris ça peut-être un petit peu plus vite parce qu'ils ont réussi à être capables de décoder, si tu veux, les 7 clés encodées dans le Chicana. Donc, qui est quand même super, super intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, le Chicana, là, tu sais, si vous aimez la gématrie, là, la gématrie qui est justement l'étude des chiffres, si tu veux, en hébraïque, que chaque chiffre a une fréquence et une résonance. Oui. Je veux dire, quand tu commences à analyser le Chicana, tu sais, qu'il y a quand même 32 cubes plus 1 qui est à l'intérieur, qui symbolise l'enlightenment, l'illumination, qui donne le chiffre 33. Alors, si vous aimez Tesla, 369, c'est le fun, hein? L'alphabet hébraïque qui n'a jamais changé dans le temps. Non. Ça, ça, d'ailleurs, Guy, on avait déjà parlé, tu m'avais dit la Bible elle a été écrite il y a 600 ans ou quelque chose comme ça. Oui, il y a eu des transformations dans les textes, mais les textes hébraïques, les 5 livres de Moïse. C'est 1600 ans. Mais les 5 livres de Moïse n'ont jamais été changés. C'est le Pentateuque. Et chaque lettre reste la même à travers le début de l'Exode. Ils n'ont jamais changé un iota de ce qu'ils avaient écrit. Ils l'ont conservé avec les prêtres. Je sais qu'on va loin, là, mais quand on parle de temps ancien, c'est qu'il y avait quand même une intention derrière. Ouais. Les Atlantes avaient une intention. On les appelait les Atlantes, mais dans le fond, il y avait probablement un autre nom à cette époque-là aussi. Il y avait une intention, mais je pense que exemple, Enki, quand il s'est rendu compte qu'il allait avoir de toute façon cette destruction-là, ils ont probablement sauvé les meubles. Ils sont sortis de là, ils ont amené connaissance en Égypte parce qu'ils savaient que le désastre s'en venait de l'Ouest. Il est parti des conspirationnistes. C'est clair. Il est parti des conspirationnistes. Il a dit on va aller planquer ça en Égypte, à telle place. Il y a déjà une place pour les mettre. Puis ils ont fait un safe zone là. Moi, je pense que c'est ça l'histoire. En arrière, là, c'est probablement ça. Je sais qu'il ne fallait pas être chronologique là-dedans, mais les pyramides en Égypte, là, les grandes pyramides, les 3 plus grandes pyramides d'Égypte, ils ont été conçus pour affronter le flood. Mais c'est parce qu'ils ont été pas submergés, mais ils ont été submergés. Tu retrouves des coquillages tout le long, tout autour des pyramides. Parce qu'ils ont été conçus pour résister à cette affaire-là, tu sais. Ben, ils ont été conçus pour résister. Il y a 2-3 blocs en haut qui ont tassé, ils ont tourné un peu, là, mais ça restait là. On trouve pas de pyramidion. C'est-tu drôle aussi, hein? Oh. Ouais, ça a disparu. Mais il devait valoir cher. Mais l'histoire en arrière, je ne sais pas exactement. Karen, moi, toi, Guy, on ne sait pas exactement quel âge ces pyramides-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas 2000 ans, ça, c'est sûr. C'est clair. Je veux dire, le département d'archéologie d'Égypte est dans le champ à côté. Et eux autres, ils veulent que les touristes. Ils veulent que les touristes viennent. Venez voir ce qu'on a fait de 5000 ans. Non. C'est dans le champ là, à côté. Sauf que le sphinx, c'est prouvé. Parce qu'ils ont fait des études, puis le sphinx, c'est prouvé qu'il a été, sous l'eau à un moment donné, jusqu'à une certaine hauteur. Après, on voit les dégradés. Ils ont calculé que, c'était une zone tropicale, là, ici. C'était pas un désert, pas en tout. Ensuite, le sphinx a été submergé jusqu'à, pas au complet, je pense, mais une certaine partie, jusqu'aux 3/4, je pense. Ouais. Puis au retrait des eaux, là, le sphinx est érodé. C'est comme une rivière, quand l'eau passe, là, ce qu'elle fait. Là. Les jambes, on voit là, c'est la rivière. C'est pour ça qu'on voit les strates de chaque côté du sphinx. Exactement. C'est exactement ça. Et le département d'archéologie égyptienne a essayé de le restaurer. Mais c'est pas évident de restaurer quelque chose que tu regardais ancien. Ils mettent du ciment, puis ça paraît bento, c'est même pas la même couleur. C'est une game de tata. Il a arrêté ça de rester là. Il l'empêche. Oui, je vais réparer ça. Regarde, réparer rien. Fais juste dire ce qu'il y a. Laisse-la aller, là. Moi, je préfère la version originale que. On aime toute la version originale qu'une refaite, là. C'est ça. J'ai pas de problème à me faire venir une petite statue du sphinx en plâtre. Si tu m'en donnes une, je vais en prendre une, mais vierge, je vais voir la vraie, Il y a eu des fouilles dans ces pyramides-là, puis ils ont trouvé des couches de matériaux qui étaient
électroconducteur, je dirais ça de même, mais c'est probablement pas le bon terme. Là. C'est que, il y a un bassin de mercure en dessous. Ça, c'est ce qu'on a entendu. On n'est pas sûr, mais on a entendu. Non, ça a été prouvé. Prouvé ça a en été plus. prouvé. Wow. C'est extraordinaire. Mais il semblerait qu'en dessous des pyramides en Égypte, c'est la même espèce de... D'ailleurs, la composition de Khéops, ils ont creusé, ils ont sorti en arrière des pierres dans les couloirs, ils ont sorti d'une espèce de sable. Et ce sable-là était une composition qui était aussi conducteur. C'était voulu, tout ça. C'était... c'est pas un hasard. Non. Quand on parle de technologie, je vais y arriver, là, technologie Atlante. Ah, ben merci que tu en parles. Le temple d'Abydos en Égypte, c'est là qu'on retrouve, dans le temple d'Osiris, c'est là qu'on retrouve les hiéroglyphes, où on voit l'hélicoptère, l'espèce d'avion, on voit l'autre un tank ou un sous-marin, on sait pas trop. Le tank et le sous-marin, les deux. Oui, c'est ça. Donc, les anciens, les prédiluviens avaient la technologie des dieux disponible. Certains en avaient accès. Pas tout le monde, mais il y en avait qui avaient accès. Donc, il y avait une forme de transfert de technologie qui a été effacée après le cataclysme. Un gros wipe-out total. Je veux dire, il y a certaines personnes, dont Stéphano, qui parlent qui avaient accès à l'énergie du plasma des Atlantes déjà, et qui avaient accès qui avaient déjà accès à l'éther, à la forme terrestre de l'éther ici avec leur moteur énergétique. Là, tu sais, quand on commence à comprendre, quand on parle de technologie, là, je veux dire, ils connaissaient la lévitation, ils connaissaient la télékinésie, ils connaissaient les portails, où est-ce qu'ils voyageaient d'un endroit. La guérison. Mais tu sais, dans le film aussi, Stargate, là, ils utilisent des armes de technologie extraterrestre, dans le fond. Plasma. Au plasma, exactement. Ouais. Donc, on parlait de technologie. Moi, c'est sûr que Göbekli Tepe, tu parles du top, là, je veux dire, il n'en arrive pas à bout, puis, parce qu'il en découvre, mais je pense à la Syrie aussi, là, qui est quand même assez extraordinaire, tout ce qu'ils découvrent là-bas aussi, là. Mais là, la relation avec... parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas en relation avec les, si tu veux, les anciennes civilisations. Il y en a qui ont déjà dit « c'est peut-être le vestige d'Atlantis qui peut-être serait là aussi. » Ben, comme on disait tantôt, je ramène ça, j'aime ça quand c'est... J'aime ça quand ça a une certaine explication. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que j'aime, c'est nécessairement la réalité, là, mais... Des fois, oui, mais en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que la technologie, on peut extrapoler qu'elle devient une technologie spirituelle. On peut extrapoler que les Atlantes ont fait des choses qui étaient incroyables. Probablement qu'il y avait une technologie qui était partagée, qui est meilleure que ce qu'on utilise en ce moment. Mm-hmm. Alors, on est tellement arrogants, nous autres, notre civilisation, on pense qu'on a tout inventé. On est tellement arrogants, on pense que nos chars au pétrole, c'est pas de la merde. Puis là, on a inventé des batteries. Hey, come on! On est hot, honesty. On est hot. Fait que là, quand quelqu'un dit les cristaux, non, moi, je pense qu'il y a matière à se poser la question, est-ce que si les anciens parlent de ça, probablement qu'il y a quelque chose avec ça, le transfert d'énergie à travers les cristaux, tout ça, les amalgames de composants, les technologies au plasma que tu parlais, il y a l'énergie zéro. Mais comment les dieux de l'époque, les intervenants célestes, comment faisaient-ils pour faire l'énergie quand ils arrivaient ici? Parce qu'ils en avaient besoin, eux autres. Il en avait besoin. Donc, moi, ça a été c'est ma théorie préférée. Dans le sens, s'ils ont eu de l'aide extérieure, cette aide extérieure-là leur a certainement transféré un certain bagage de connaissances qui venait avec, c'est clair. Mais il y a une autre théorie que je trouve quand même intéressante. Puis j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui ont dit que certains grands prêtres, si tu veux, de l'Atlantis se sont réfugiés dans l'intraterre et que dans cet intraterre-là,
OK. Il y a certains livres d'une personne qui a réussi à canaliser, si tu veux, un maître, un grand maître de l'intraterre qui s'appelle Telos. Alors, c'est 3 beaux livres, Telos 1, 2, 3, que j'ai dévoré et je pense que je suis rendue à 5-6 fois le lire. Là. Là, on parle de l'Underworld, c'est ça? Ouais, là, on parle de l'intraterre. On parle OK. des Inner centaines de Earth. kilomètres là, Ouais. en dessous de la surface de la Terre. Là. Ouais. OK. Donc, et que justement, de par ces canalisations-là, le grand-père raconte qu'au déluge, il y a des maîtres atlantes qui se sont réfugiés dans certaines cités de l'intraterre. Telos, qui est associé au mont Shasta en Californie, mais il y en a d'autres qui auraient été aussi à Shambhala, qui est situé en Inde, justement dans ce coin-là. Mais il paraît qu'il y en a d'autres cités, mais je ne me rappelle plus des noms. Je me rappelle juste des 2 grands Êtes-vous au principaux. courant d'une plage, je pense que c'est en Syrie ou je sais pas trop exactement, mais il y a comme un genre de refuge, si on veut, sous la terre, mais assez creux, là. Puis il y a plein de pièces, là, mettons. Puis c'est comme une fourmilière, si tu veux, mais Ouais, c'est en Turquie. en Turquie. Ouais. Puis il paraît qu'il y a une pierre énorme pour fermer la porte. Ouais. Puis, C'est clair que ces gens-là ne se poussaient pas d'un ours, là. non, puis il y avait aussi des enclos à bétail À l'intérieur. à Ouais. l'intérieur. Il y avait des canalisations pour passer l'air. Il était Oui, capable de faire circuler dans l'air. Il y la avait un montagne, système dans le d'aération. roc, là, ouais. Oui, non, mais Mais ça, c'est fascinant, ça. Ben, c'est absolument fascinant, mais en même temps, c'est pas surprenant quand tu écoutes quand tu lis des légendes à propos, exemple, chez les Hopis, Les Hopis, ouais. dans l'Ouest américain, Ouais. qui eux autres ont dit qu'avant le cataclysme, les End People sont venus les chercher, puis ils ont amené leur tribu dans l'intraterre. Puis ils ont passé là 100 ans, puis après, ils sont revenus. Je dis 100 ans, mais je pense que c'est ça, là. OK. Plus ou moins. Là. Ben, Puis 101, après- 102, on ne s'obstinera pas pour ça. Ou 97 ans. Ouais, c'est ça, mettons. Puis là, ils ont ressorti après, puis c'était renouvelé. C'était comme si il n'y avait plus le bordel. Il n'y avait plus le bordel, mais il restait encore certains géants, certains néphilim, certains ci, certains ça. C'était pas nettoyé parfaitement après le déluge, OK. mais c'était bien moins bordélique. Bien Ouais. moins. Ça se gérait pas mal mieux, mettons. Ouais, c'est clair que gérer juste quelques géants à la place de 10 000 dans une cité, c'est clair que c'est un petit peu Ben, plus facile, hein? Ouais, ben, imagine juste des espèces d'êtres, des humanoïdes, des géants qui sont issus de génération en génération, qui ils ont eu une espèce de décroissance spirituelle, puis qui deviennent cannibales, exemple, ce qui est rapporté dans les anciens. Ouais. Là, imagine, t'en as 10 000, comme tu viens de dire, Karine, dans une cité là, qui n'arrête pas de manger tes enfants là, toute la semaine. Là, ils viennent en chercher un de temps en temps dans le village. Là. Sérieux, c'est pas drôle. Là. Non. Ah, Ben, c'était des sacrifices, quoi. Ben non, c'était juste. Mangeais, c'est... OK, il y a la fin. Mais, mais mettons, t'as 12, 15 pieds de haut. Tu sais, t'es bâti comme un monstre, puis t'as un homme de 5 pieds 2 ou un enfant de 4 pieds 8 en avant de toi. C'est une sauterelle pour toi. Moi, j'ai une question mythologique. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre le dieu grec Atlas et l'Atlantis? Oh, Atlas qui est quand même supporté la Terre sur ses épaules. Ouais. Quand C'est même, très hein? fort, Atlas. Ouais. C'est un géant, François Atlas? Ben, c'est Ouais. tous des géants, oui. C'est un titan. Ouais. C'est un titan. Ouais. Selon les. Tu sais, Atlas était un des fils de Poséidon. OK. On fait le lien tout de suite? Oui, un des fils de Poséidon. Là, il est arrivé une espèce de malédiction. C'est des histoires de supporter à terre. Là. Le texte exact, je ne m'en souviens pas, là, mais je dirais, tu sais, exemple, en Mauritanie, je reviens là-dessus. Au nord de la Mauritanie, on a quoi? On a le massif Atlas. Ah, le mont Atlas, c'est ça que je m'en allais Wow. dire. C'est un massif, c'est une chaîne de montagnes. Atlas. Wow, OK. Comme les Appalaches, par exemple. OK. Donc, tu sais, Atlas, oui, mythologiquement parlant, fait toujours partie de l'équation prédiluvienne. Ouais. Toujours. Puis, pour en revenir au Grand Déluge, puis en revenir à Atlantis, tout ça, avec l'Ancien Testament, les anciens écrits, il aurait trouvé l'arche dans les montagnes, en quelque part, je pense, dans les Pyrénées. Là. Ouais. Ça, il y a plein d'histoires là-dessus. Mais
C'est difficile à dire parce que, tu sais, des restants de bateaux anciens, il y en a un peu partout à travers le monde. Ouais. Donc, tu sais, Mont Ararat aussi, il y en aurait retrouvé En Himalaya, ils en ont retrouvé. Ouais. Ouais, Des il y en bateaux aurait des retrouvé. montagnes. Ah, ouais. Wow. Ben, tu sais, ça ramènerait le fait que le déluge Il y avait de l'eau. a tellement bougé de stock que certains bateaux sont trouvés crashés là. Ouais. Mais tu sais, on va y aller par logique. Là. Il n'y a pas juste eu Noé là, qui a peut-être eu l'idée de faire un bateau. Non, là. Il y a c'est peut-être ça. eu d'autres personnes aussi. Ouais. Là, je veux dire, et dont le peuple Atlante. C'est Ouais. clair. Si on se réfère à l'histoire comme l'histoire biblique, la Genèse, techniquement, quand on décortique l'histoire correctement, il y a certains qui ont fait exercice, là, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que ça dit que comment déjà Gotepli Toqué, Copeclé topé. Ouais, tépé. C'est splendide, je veux dire, les images me viennent dans la tête parce que j'ai vraiment regardé beaucoup ça. Là. Oui, ça a été renterré. 2, on ne sait pas trop qui a fait ça. 3, quand ils l'ont déterré, c'était intact, ou à peu près. Puis c'est extraordinaire d'avoir trouvé ça. Là. Mais ça ramène encore à quoi? Au prédéluvien. Toujours au prédéluvien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la drette dans cette tranche de temps-là. Fait qu'on peut faire des liens entre les tablettes sumériennes, l'Ancien Testament, puis l'Atlantis. Et l'Égypte. Inca. Inca aztèque. Inca, Maya aztèque. Inca, Maya aztèque, chinois, indien, île de Pâques, australien, Indonésie, Vietnam, Cambodge, Russie, Malaisie. Mais est-ce que, dans le fond, mettons, on recule de là, parce que ça se passe là 10-12 000 ans, mettons. On recule, mettons, à cette époque-là, il y avait peut-être des communautés de gens qui pouvaient se visiter, ou, il y avait peut-être, comme tu dis, des Anunnaki ou, qui se promenaient d'une place à l'autre, parce que souvent, les mêmes statues se ramassent sur des continents différents. Puis, ils se ressemblent l'une à l'autre. Si tu regardes vraiment les visages ou l'ensemble des structures, des statues se ressemblent. Souvent, la symbolique est la même. Ça représente plus ou moins le même personnage d'un continent à l'autre. Fait que oui, ils se promenaient, mais ils étaient marchands entre eux. Ils échangeaient des vivres, des trésors, des ça. Et les dieux comme tels, les célestes, eux aussi, ils se prenaient d'un continent à l'autre. Donc, ils échangeaient d'informations, ils construisaient, ils informaient, ils éduquaient. Parce qu'il y a eu une époque où est-ce que les dieux étaient présents. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on va avoir un retour des dieux maintenant? Ben, plusieurs écrits racontent l'histoire d'un dieu. La loi de l'un, c'est ce qu'il dit. En fait, ils ne disent pas le retour de Dieu, mais le retour de la lumière du soleil central galactique qui s'est incarné, le dernier logo qui est mort il y a 2000 ans. Mais ça, c'est une théorie. C'est une des théories, mais une théorie que j'accroche un peu plus, c'est... moi, je pense qu'ils sont de retour. Et on va les voir bientôt. Ceci dit, tu sais, l'Atlantide, je veux dire, ça a été un sujet chaud pendant très, très, très longtemps. Je veux dire, même dans l'ère antique, c'était une histoire. Je veux dire, c'est surprenant qu'on en parle encore aujourd'hui. Tu sais, ça veut dire que on n'a pas tout compris, puis on ne connaît pas tout. Puis, on aimerait ça voir l'image au complet du casse-tête. Qu'est-ce que ça avait de l'air, c'est ça? Vous avez vu les films de Walt Disney là-dessus? Ah, moi, oui. C'est quand même assez. C'est hâte, il y a des petits scooters volants, des overbikes, ils se promènent. Là, puis, j'aimerais ça voir ça. Moi aussi, travail. Un Yamaha, là. Tu sais... Un Yamaha éthérique. Oui, un Yamaha éthérique. Là, tu mets ta main dessus, ça part. C'est biomécanique. Là. Why not? Ouais. Regarde. Moi, je rêve d'avoir mon jet bike comme dans la guerre des étoiles, dans Return of the Jet Bike. Tu crois que ça à job le matin? Non, moi, je suis plutôt type Star Trek avec le téléporteur. Je trouve ça trop smooth, moi. Je manque d'adrénaline un peu. Ah non.
Karine, en finissant, as-tu quelque chose à rajouter? Juste pour conclure, là, tu sais, Atlantide, est-ce que c'est un mythe ou une légende? Est-ce que ça a vraiment existé ou pas? Bonne question. Je veux dire, moi, je te dirais, là, moi, je crois vraiment que ça a existé parce que tous les continents en parlent. Tu sais, il y a trop d'écrits dispersés à travers le monde qui en parlent. Donc, pourquoi Une échelle de 1 à 10? Ah, un gros 9, Un gros 9,5. 9. Ah ouais. Toi, François? Moi, j'abonde dans le même sens, sauf qu'à la place de donner 9,5, je vais donner un 10. Je suis convaincu que OK. Atlantide a existé. Je pense pas que ça s'appelle Atlantide, par contre, là, mais on saura un jour qu'est-ce qui est arrivé. Ça s'en vient. Un jour, Ben, on va savoir. je pense comme toi, François, moi, ça. Ben, Ouais. un peu comme Karine, tu sais, je peux me tromper, fait que je laisse les bénéfices du doute, mais je suis ça se convaincu peut. je suis convaincu que Ça se peut c'est que je vrai, sois moi, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que pour Tout est conclure de lié. mon bord, c'est réglé comme dossier. Merci, les amis. Ça fut une émission fort agréable. On se retrouve la semaine prochaine. On parle de quoi, Karine? Hey, on va parler de l'intra-terre, mais on va y aller plus à fond, par exemple. On a des bons éléments, François aussi. All right. Parfait. Fait que merci tout le monde. Attention à vous autres et on se prend la semaine prochaine. Ciao. Salut! Salut!